je suis Diane Dupuis, je suis coordonnatrice générale de Renouvi. Renouvi, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes monoparentales, aux femmes qui vivent dans une famille recomposée ou qui est en train de penser à se séparer. Mais c'est aussi ouvert à toutes les femmes de la région là, pour toutes sortes de difficultés ou même pour venir jaser, discuter de l'actualité, se retrouver entre elles, essayer de bâtir des projets pour sortir de l'isolement. Aussi, de pouvoir se faire des groupes d'entraide là, pour pouvoir être en mesure d'être le plus autonome possible par la suite. Marc-Antoine Boisvert, coordonnateur à l'Élan des jeunes. L'Élan des jeunes, c'est un hébergement jeunesse pour des jeunes de 16 à 22 ans. On héberge des jeunes pour des séjours de 3 mois maximum. Dans des situations d'urgence, c'est des jeunes qui vivent de l'itinérance ou qui sont à risque d'en vivre. Parfois des crises familiales, donc on les aide. Parfois, c'est au niveau du retour à la maison. Parfois, c'est de se trouver un appartement, se trouver un emploi. Donc, on touche beaucoup à la réinsertion sociale des jeunes. On couvre le territoire Jardin-Roussillon, plus la ville de Sainte-Martine, la réserve de Kahnawake. Donc, on a quand même un grand territoire. On est situé à Châteauguay, puis on a 6 lits en hébergement. Eh bien, mon nom est Linda Gervais. Je suis la coordonnatrice du RIAPA, qui est le réseau d'information et d'aide aux personnes assistées sociales. Notre organisme est là pour faire de la défense collective de droits. Par contre, à cause de notre mandat, on fait aussi beaucoup d'aide individuelle. Donc, les gens viennent nous voir pour qu'on les aide à remplir des formulaires ou qu'on les accompagne à défendre certains dossiers à l'aide sociale. Quand il y a des demandes, des coupures injustes ou des services auxquels ils n'ont pas droit, ils viennent nous demander de l'aide. Donc, en gros, c'est ça, mais c'est surtout de la défense collective de droits, donc beaucoup de représentation auprès du gouvernement et auprès des instances décisionnelles pour toute la refonte des lois, les changements qui sont à l'aide sociale présentement. Et de tout temps, en fait, dès qu'il y a une difficulté au niveau social, c'est la première des choses que le gouvernement fait. Ils essaient toujours de couper les personnes les plus démunies. En fait, le projet de loi 70 qui a été adopté, qui est maintenant la loi 25, c'est sommairement le programme Objectif Emploi, donc c'est une réforme au niveau de l'aide sociale. Ce que le gouvernement vise, en fait, c'est d'amener les gens vers l'emploi beaucoup plus rapidement. C'est présenté d'une façon très positive au niveau du gouvernement libéral. Par contre, ce que ça amène, en fait, c'est une obligation pour les personnes au niveau de l'aide sociale, l'aide de dernier recours, de suivre un programme de réinsertion à l'emploi avec un bâton au bout qui est si tu ne vas pas à tes rencontres dans ton programme, ton chèque d'aide de dernier recours, qui est de 123 $, peut être coupé. Donc, on diminue le montant. Donc, ça, c'est un petit peu le bâton. Puis, la carotte, dans le fond, c'est une prime si la personne participe à certains programmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vise les premiers demandeurs au niveau de l'aide sociale. Bon, évidemment, dans le cas, il y a beaucoup de premiers demandeurs qui sont des jeunes, mais il y a aussi d'autres premiers demandeurs qui sont pas nécessairement des jeunes. Ça peut être quelqu'un qui a perdu un emploi puis que ça n'a pas accès au chômage ou le temps au chômage à l'assurance emploi est expiré. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces personnes-là ne sont pas nécessairement aptes à travailler. La définition d'une personne apte à travailler pour nous, pour des intervenants, puis pour les agents des centres locaux d'emploi, n'est pas nécessairement la même non plus. Être apte au travail, c'est être considéré comme étant capable d'aller travailler demain matin. On sait présentement que 85% des personnes qui sont à l'aide sociale ne sont pas aptes au travail. Ça veut dire qu'on a à peu près le tiers des personnes à l'aide sociale qui sont considérées en contrainte sévère. Donc, c'est des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent exercer aucun métier, qui sont schizophréniques, cancer en phase terminale. Ceux-là, c'est le tiers des personnes. Le deuxième tiers, c'est des personnes qui ont une contrainte temporaire. Une dépression, un bras cassé, une maladie, un enfant, une petite personne monoparentale, un enfant de moins de 5 ans à la maison, c'est considéré comme une contrainte temporaire. Une personne de 58 ans et plus va être considérée en contrainte temporaire. Donc, ces gens-là ne sont pas considérés comme étant aptes au travail, mais c'est temporairement. Donc, ils devront éventuellement aller faire des démarches à l'emploi. Et il y a l'autre tiers qui est considéré, ce sont les personnes qui sont considérées aptes au travail. Mais dans la considération des aptes au travail, il y a des gens qui ne sont pas reconnus. Comme j'aide un monsieur qui, à force de se rendre compte, on s'est rendu compte que
Il y a une 6e année. Il ne sait pas vraiment lire, il ne sait pas vraiment écrire, il y a des difficultés d'adaptation, il y a des troubles de comportement et il est considéré comme apte au travail. Donc, on a au moins la moitié des gens qui sont dans la catégorie apte au travail qui ne sont pas capables d'aller travailler demain matin parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas la santé non plus, parce qu'on peut avoir un diagnostic de dépression pendant 6 mois qui va être accepté, un autre 3 mois va être accepté, mais après, si l'agent dit qu'on devrait être guéri, bien, on est guéri, on est apte au travail. Donc, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, la notion d'être apte au travail est très vague. Et parfois, j'ai des gens qui sont inaptes au travail, mais qui n'ont pas leur papier médical parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille, donc ils sont considérés aptes au travail. Donc, on a très peu de gens qui pourraient aller travailler demain matin. En fait, c'est des statistiques. Hein. Pour eux autres, ils ont fait une loi qui répond à plusieurs préjugés que la société a. Okay, que les gens ont dans la société. C'est fâchant parce qu'ils ont la parole, parce qu'ils manipulent les chiffres comme ils le veulent, et la société écoute parce que c'est des payeurs de taxes qui sont tannés de payer des impôts, et ils remettent tout le temps, toujours, la faute sur les plus démunis. Mais si on regarde l'argent qui est investi dans l'aide sociale versus l'argent qui est dans les paradis fiscaux, là, il y a une marge, hein, il y a une grande, grande marge. Pourtant, on ne s'attaque pas à ces gens-là. Cet argent-là là, pourrait servir à la société, pourrait servir à pouvoir avoir augmenter les chèques d'aide sociale, parce qu'essayer de vivre avec 623 $ par mois, il n'y a personne qui est en mesure de le faire. Et la pauvreté, comme je vous le disais tantôt, ça a un coût social. Fait que c'est sûr que nous, on est fâchés parce que les groupes communautaires travaillent à l'inclusion des personnes, travaillent à faire en sorte que les gens puissent avoir une espèce de justice sociale dans la société. Et c'est pas ce qu'on est en train de vivre présentement. On est en train de vivre encore le fossé. On est en train d'agrandir encore plus le fossé entre les riches et les pauvres. Et quand on parle des riches, on s'entend, là, on parle de ceux qui, justement, cachent l'argent dans les paradis fiscaux. Oui, et cette loi-là est directement dans nos thèses. C'est une loi qu'on déplore énormément. En fait, c'est un c'est un programme qui s'appelle Objectif Emploi et c'est une excuse pour ouvrir la loi de l'aide sociale et pouvoir imposer des pénalités. Parce qu'on sait que la loi avant, il y avait un article qui prévoyait que le gouvernement ne pouvait pas couper le montant d'argent donné à la personne. L'aide de dernier recours qui était donnée ne pouvait pas être coupée si la personne refusait de participer à un programme. Le gouvernement s'est servi du programme Objectif Emploi pour ouvrir la loi et rapatrier tous les pouvoirs et donc avoir le droit de couper les gens s'ils ne font pas ce que l'agent décide pour eux. Bien, c'est parce que c'est de l'aide qui était supposée être de dernier recours et là, bien, c'est comme si cette aide de dernier recours on perdait la notion de dernier recours parce que là, on va te donner l'argent si tu fais des actions qu'on considère correctes. Sinon, on t'en donnera pas. Donc, on retourne à des principes qu'on avait travaillé très fort pour enlever. En fait, on retourne à 1989, où il y avait cette problématique-là de dire on va donner moins d'argent, on faisait des catégories, si tu étais un jeune, bien là, tu étais apte au travail, on donnait moins d'argent. On s'est battu pour enlever ça. Et là, c'est ça qui est revenu. Et c'est une horreur. On ne sait plus quel terme choisir parce que c'est de l'aide de dernier recours. Présentement, à l'aide de dernier recours, les personnes seules n'ont que 47% de ce qu'elles ont besoin pour vivre. Si on dit, on vous donne seulement la moitié de ce que vous avez besoin pour vivre et vous devez faire des démarches à l'emploi, sinon on vous coupe encore plus, bien, ça n'a plus de sens. C'est de l'aide de dernier recours. C'est contraire à toutes nos règles, c'est contraire au PIDESC, qui est un pacte international socio-économique qu'on a signé, qui dit qu'on s'arrange pour que tout le monde ait ce qu'il faut pour vivre. Donc, on est contraire à ça. On est contraire à nos lois, à notre Charte des droits qui dit que tous ont droit à un revenu décent leur permettant de se loger, se nourrir et se vêtir. Présentement, les gens ont la moitié et ils risquent de n'avoir que le tiers avec la nouvelle loi. En fait, pour tous les groupes qui travaillent auprès des personnes qui sont exclues, les personnes assistées sociales et tout, c'est sûr que ce projet de loi-là, on était complètement en désaccord avec ce projet de loi-là parce que, pour toutes sortes de raisons. Si moi, je prends les raisons au niveau des femmes, tu sais, souvent, on a les préjugés, les jeunes, parce que c'est un projet qui s'adresse aux premiers demandeurs d'aide sociale. Et tout de suite, dans la tête de monsieur tout le monde ou de madame tout le monde, c'est des jeunes qui ne veulent pas travailler.
Or, c'est faux, d'une part, mais deuxièmement, c'est que ça s'adresse à toute la population. Donc, une personne qui aura travaillé 10 ans, 15 ans, 20 ans, toujours, toute sa vie, 30 ans, va faire une demande d'aide sociale à la suite d'un congédiement ou d'une fermeture d'entreprise, va être aussi touchée par ce projet de loi-là. Maintenant, c'est pas un projet, la loi a été acceptée, c'est la loi 25. Donc, il y a une discrimination par rapport à ça. Pour nous, à Renouver, comme comme la loi n'est pas encore appliquée, on n'a pas encore d'impact, mais on sait très bien que, par exemple, des femmes qui viennent au centre vont être touchées par ce projet de loi-là parce que, tu sais, il y a des femmes qui quittent leur mari, donc qui vont faire une première demande d'aide sociale parce qu'elles veulent s'en sortir, parce qu'elles n'ont pas de revenus, en attendant qu'il y ait une pension alimentaire, par exemple. Si pension alimentaire il y a, elles vont être aussi touchées. Puis vous imaginez une femme qui a des enfants, être obligée de vivre avec 399 $ par mois. Bon, oui, même s'il y a de l'allocation aux enfants, ça baisse quand même le revenu familial. Se chercher un emploi dans cette situation-là, c'est encore plus difficile. Donc, c'est un projet de loi qui, à notre avis, puis à l'avis de plusieurs, est complètement idiot. Là, les coûts sociaux reliés à ce projet de loi-là vont être beaucoup plus importants et imposants qu'on ne le pense. En fait, ce qu'on dit, c'est que les personnes doivent accepter tout emploi. Là. Je veux dire, c'est un programme qui vise, en fait, ce qu'on vise, c'est vraiment diminuer le nombre de demandeurs à l'aide de dernier recours. Moi, où est-ce qu'on est insatisfait au niveau du regroupement des auberges du cœur, dont l'Élan des jeunes fait partie, c'est qu'on demande aux jeunes d'aller directement à l'emploi puis d'accepter n'importe quel emploi. Donc, ça peut être des emplois sur des planchers de magasins à grande surface, ça peut être des emplois de commis, de caissier, peu importe. Ce qu'on croit, nous, en fait, c'est qu'on n'aide pas à la réinsertion sociale des jeunes parce qu'on ne leur permet pas d'avoir un projet de vie dans ce projet de loi-là. Avant l'adoption de la loi 25, il y avait ce qu'on appelait le programme Alternative Jeunesse, qui avait du positif, qui avait du négatif aussi, mais au moins on permettait aux jeunes, par exemple, de faire un retour aux études. Là, c'est vraiment axé sur l'emploi et ce qui risque d'arriver, en fait, c'est que les jeunes vont aller vers des emplois qui ne les intéressent pas, donc risquent de perdre ces emplois-là, d'être moins motivés et on va simplement arriver dans un processus de porte tournante. Si ces jeunes-là perdent ces emplois-là, est-ce que les modalités de la loi vont faire en sorte qu'ils vont perdre une partie de leur chèque d'aide de dernier recours aussi, puis créer plus de pauvreté, dans le fond, au niveau des jeunes? Nous, on pense que la réinsertion sociale, ça passe par un projet de vie. Ça prend un projet de vie pour que le jeune soit motivé, puis qu'il se réinsère à long terme, dans le fond. Bien, comme je vous dis, comme la loi n'a pas encore été appliquée, on n'a pas d'exemple concret. Mais on s'imagine que, quand une femme, par exemple, des femmes vont venir ici, vont être référées, soit qu'elles viennent de se séparer, soit qu'elles ont vécu une situation de violence, elles ont quitté leur mari, elles ont été dans une maison d'hébergement pendant X temps, elles ont dû faire une demande d'aide sociale à ce moment-là et elles deviennent des premières demandeuses d'aide sociale. Qu'est-ce qui va se passer avec ces femmes-là? Elles vivent une situation complètement déstabilisante, d'une part, le temps de se replacer puis de revivre, tu sais, de façon, de chercher un logement, parce qu'à un moment donné, les maisons d'hébergement, c'est pas à vie, ça, puis elle a des enfants, de se chercher un logement, de pouvoir essayer de se nourrir seule, de pouvoir entamer toutes les procédures qu'elle doit entamer, s'il faut en plus qu'elle se trouve un emploi parce qu'elle va être coupée avec cette nouvelle loi-là. Je veux dire, les impacts de la pauvreté, ça va augmenter, ça va augmenter partout. La personne va devoir aller dans les banques alimentaires qui sont déjà amplement utilisées, puis qui sont utilisées par des travailleurs à temps plein qui gagnent le salaire minimum. Je vous le rappelle, c'est plus maintenant juste les assistés sociaux, les personnes en chômage qui fréquentent les banques alimentaires. Donc, l'impact va être majeur. Puis, comme je le disais auparavant, les gens ne s'imaginent pas que la pauvreté a un coût social. Je veux dire, les gens tombent plus malades, donc engorgent le système de santé injecte de l'argent. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer ici. Là, il va y avoir trop de difficultés. On ne veut même pas envisager comment on va pouvoir répondre aux besoins de ces femmes-là. Pour nous, à Renouver, j'espère que c'est une grosse blague. Puis qu'ils vont... Et vous savez aussi, ce qu'on dit, c'est que ça va être l'agent d'aide sociale qui va avoir
qui va devoir prendre une décision qui, à mon avis, est une décision arbitraire. Okay? Il n'y aura pas de recours pour pouvoir dire « c'est moi qui décide comme agent, je te coupe ou je te coupe pas ». Il y a des entrevues qui se font par téléphone, il y a des entrevues qui vont se faire face à face peut-être, mais ça va être selon le bon désir de cette personne-là et sans que la personne puisse avoir un recours quelconque, c'est dangereux. Bien, en fait, nous, c'est sûr qu'on a été dans le processus au niveau du regroupement des auberges du cœur du Québec. On a M. Tristan Ouimet qui est notre coordonnateur au niveau de la défense des droits. Donc, les auberges du cœur ont déposé un mémoire et certaines propositions là, au niveau de la loi, du projet de loi 70 qui est maintenant devenu la loi 25. On a travaillé étroitement avec le collectif Québec sans pauvreté. Plus particulièrement ici, bien, c'est sûr que les gens des jeunes ont participé dans l'Assemblée générale au niveau des auberges du cœur à ces débats-là au niveau du projet de loi. Puis ici, ce qu'il faut comprendre sur le territoire de Châteauguay, c'est qu'il y a des coupures au niveau des services qui sont offerts au Centre local d'emploi de Châteauguay. Certains services qui seraient transférés, qui ont commencé à être transférés au Centre local d'emploi de Saint-Constant. Donc, c'est sûr qu'on s'est mobilisé à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le transport en commun sur la Rive-Sud, la réalité région n'est pas favorable à nos jeunes, au sens où pour passer de l'élan des jeunes, pour partir de l'élan des jeunes puis se rendre à Saint-Constant, je dois prendre un autobus vers Montréal et ensuite de Montréal vers Saint-Constant. Il n'y a pas un lien direct au niveau du transport en commun. Donc, on est impliqué en fait dans une campagne qui s'appelle Tous derrière Julie, qui dénonçait en fait ces fermetures-là, ces coupures de services-là au niveau du Centre local d'emploi de Châteauguay. C'est un show de boucan, OK? Parce que le programme Objectif Emploi pouvait être tout à fait appliqué avec la loi telle qu'elle était avant. Le programme, la loi donnait au gouvernement toutes les possibilités de mettre en place ce programme-là sans même avoir à rouvrir la loi de l'aide sociale. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Ce que le gouvernement voulait, c'est de pouvoir rapatrier les pouvoirs et de pouvoir couper dans les montants d'aide sociale pour obliger les gens à faire les programmes. C'était surtout ça. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce programme Objectif Emploi a été basé sur de la désinformation. Le ministre Samama disait on fait des générations de personnes assistées sociales en génération. Il n'a jamais parlé que les gens qui ont des enfants, que des gens qui travaillent, qui ont des enfants qui sont obligés d'aller demander l'aide sociale, n'avaient pas droit à l'aide sociale parce qu'ils sont soumis à la contribution parentale. Donc, un jeune de 18 ans dont les parents font plus que 37 000 par année, un couple, plus que 37 000 par année, n'auront pas droit à l'aide sociale parce que le gouvernement va considérer que les parents doivent donner le 623 par mois aux jeunes adultes qui n'habitent plus chez eux. Donc, les jeunes issus de familles travailleurs n'ont pas droit à l'aide sociale au départ. Donc, de dire qu'on fait de génération en génération, c'est une donnée faussée, premièrement. Deuxième chose, on n'aide jamais vraiment nos jeunes dont les parents sont à l'aide sociale, on ne les aide pas à rester à l'école. L'école, pour un jeune au secondaire, ça coûte à peu près 500 $ par année. On a beau dire qu'on a la gratuité scolaire au Québec, on ne l'a pas, ça coûte 500 $ à peu près. L'aide sociale va donner à un parent dont le jeune est à l'école au secondaire, va lui donner 125 $ pour couvrir les frais. Donc, le jeune qui est en famille, que ses parents sont à l'aide sociale, quand il veut aller à l'école, il sait que quand il va à l'école, ben c'est de la bouffe encore en moins dans la maison. Le jeune se sent coupable d'être à l'école. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester à l'école jusqu'à 16 ans, puis il va décrocher de l'école. Donc, on n'a pas aidé cette famille-là, on n'a pas maintenu ce jeune-là à l'école, et après ça, quel autre choix il va avoir que d'aller à l'aide sociale s'il n'y a même pas de diplôme de secondaire 4? Notre situation, la façon dont on aide ces familles-là, fait qu'on les maintient dans cette difficulté-là et dans cette pauvreté-là, puis c'est très difficile d'en sortir. Il y a des gens qui vont dire « OK, les jeunes ont juste à aller au prêt et bourse pour pouvoir aller aux études ». Mais le problème, c'est que qu'on dit à un jeune de l'aide sociale, c'est que si tu veux aller aux études, bien déjà, pour te payer,
pour te payer quelque chose, il ne faut pas que tu sois aux études quand tu as tes 18 ans, sinon tu n'es pas émancipé, tu n'es pas un adulte. On donne l'argent à tes parents. Mais les parents, ils n'ont plus le soutien aux enfants, ils n'ont plus la prestation fiscale. Donc, l'argent de plus qui est donné, ça ne donne pas grand-chose, ça ne paye pas l'école, ça ne paye pas grand-chose. Donc, le jeune, il a le choix. Si je reste comme ça à finir mon secondaire quand j'ai 18 ans, bien, on crève encore plus de faim à la maison. Ou bien, je lâche l'école pendant 6 mois, je demande mon chèque d'aide sociale pour perpétuer la tradition. Je demande mon chèque d'aide sociale, j'ai 623 pièces par mois pour rester chez moi à rien faire. Ah, non, je veux aller à l'école, je fais une demande de prêt et bourse, j'ai 371 par mois. Je ne peux pas m'en sortir pareil. Donc, l'incitatif gouvernemental, institutionnel, fait que ces jeunes-là vont rester à la maison. Il serait temps qu'on ait une action pour les maintenir à l'école, qu'ils finissent le secondaire et qu'on les aide à aller vers les métiers. Là, quand on aura fait tout ça, là, puis que ça ne marchera pas, là, on pourra se permettre de dire qu'on fait des personnalités sociales de génération en génération. Là, présentement, ce qu'on fait, c'est que la façon dont les programmes sont montés, on les maintient dans cette pauvreté. Puis ça, c'est inacceptable. Bien, alarmiste, non, parce qu'on vit déjà avec des personnes qui sont exclues dans la société. On voit déjà les désastres. Tu sais, vous savez, nous, on offre des activités, on offre... notre philosophie, c'est que la femme, parce qu'on est un centre de femmes, là, puisse se reprendre en main. OK? Donc, l'empowerment. Par contre, comment on peut l'aider à se reprendre en main, OK, si ses besoins de base ne sont pas répondus? La personne qui a faim, là, OK, n'est pas capable de réfléchir amplement. Elle n'est pas capable de pouvoir se lancer dans un retour aux études, de se sortir dans la pauvreté dans laquelle elle se trouve. Et ces problèmes-là en engendrent d'autres. Il y a aussi, dans certains cas, des problèmes de violence. Donc, on n'est pas alarmiste. Nous, on est déjà en train de ramasser les coupures du secteur public. Hein, il y a eu des coupures du secteur public, donc les gens continuent, ou même la fréquentation des groupes commence à être de plus en plus grand et les subventions ne sont pas augmentées. Ce n'est pas nécessairement tout le temps le cas chez nous, mais on voit vraiment une recrudescence de demandes auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'est pas habilité à le faire. T'sais, nous, on a notre mission. Alors, souvent, on pourrait dire à la personne, tu as besoin de tel service au CLSC. La personne nous dit, bien, CLSC, c'est le CLSC qui nous réfère à nous. Et tous les groupes communautaires vivent à peu près sensiblement les mêmes choses. Donc, sans ce projet de loi-là appliqué encore, on a déjà des problèmes. Fait que là, on n'est pas alarmiste quand on dit qu'on va avoir d'autres problèmes. Ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est un point qui est très, très important, c'est que 123 $, c'est déjà pas assez. 123 $, puis je mets au défi n'importe qui nous écoute en ce moment de faire un budget avec 123 $ par mois et d'essayer d'arriver avec son budget. Moi, je l'ai essayé, puis après 2 semaines, j'ai arrêté parce qu'il me manquait d'argent. Ça devient extrêmement difficile. Et là, ce qu'on propose, c'est de couper dans ce 123 $-là, qui est déjà pas assez pour assurer les besoins de base. Donc, se loger, se nourrir, se vêtir. Nous, nos jeunes, quand un jeune de l'Élan des jeunes va faire une demande au centre local d'emploi pour avoir accès à l'aide de dernier recours, souvent le commentaire du jeune à l'agent, c'est comment je vais faire pour manger si je suis en appartement. Et ce qu'on répond à nos jeunes, c'est vous irez vers les banques alimentaires. Le problème, c'est que les banques alimentaires, c'est censé être un dernier recours aussi, et là, ça devient un naturel. Et on sait que les hausses et demandes, il y a une hausse des demandes au niveau des banques alimentaires en ce moment, que ce soit dans le Grand Châteauguay ou que ce soit dans la région de Catry, qui est un territoire qui est l'Encouvre, ou les jardins de la Pierreville, il y a vraiment une hausse dans l'ensemble du Québec au niveau des banques alimentaires. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui n'arrivent pas par mois. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'on va peut-être couper ces personnes-là. Si je coupe un jeune, ou peu importe qui, si je coupe son aide sociale, son aide de dernier recours, cette personne-là va trouver une façon d'arriver à la fin du mois. Est-ce que ça va augmenter le taux de criminalité? Ça se pourrait aussi. Ça pourrait avoir des impacts à l'inverse.
Donc, je pense pas que c'est alarmiste de dire que ça va avoir des impacts néfastes. On le répète, on le dit souvent, pour faire la réinsertion sociale, il faut accompagner les gens, il faut leur amener un support, il faut leur proposer des programmes de façon volontaire, des programmes qui peuvent les intéresser, que ce soit de retour à l'emploi, dans des formations qui les intéressent ou de retour aux études. Mais on ne peut pas imposer un emploi à quelqu'un. On ne peut pas imposer un programme à quelqu'un sous peine de le punir. C'est pas la bonne façon d'accompagner les gens dans leur insertion, puis c'est pas de cette façon-là qu'on va les sortir de la pauvreté non plus. Trop alarmiste, je pense pas. C'est ça l'affaire. C'est que moi, ce que je pense, c'est que je me dis, on est trop de personnes à dire « Ah, ben coudonc, c'est injuste, mais c'est de même. Et ça fait trop longtemps que c'est comme ça. C'est qu'il serait temps qu'on ait une action concrète pour les sortir de la pauvreté, ces gens-là. Mais là, c'est pas ça qu'on fait, là. Nous, dans nos organismes, là, on a des gens, comme moi, à l'organisme, j'ai des gens qui m'appellent, qui disent « J'ai besoin d'aide, mais je peux pas aller vous rencontrer parce que le peu d'essence qui me reste, je le garde. J'ai envoyé des CV partout. Si on m'appelle pour une entrevue, j'ai plus d'argent. Je peux pas y aller. » Quand on maintient les gens dans des situations comme ça, puis qu'on leur laisse pas la chance de retourner à l'emploi, on peut pas, en tant que société, dire c'est de leur faute, ils ont juste à aller travailler, puis on coupe le chèque. Il y a comme quelque chose d'impensable dans toute cette situation-là. On ne leur donne même pas assez d'argent pour se payer un téléphone. Comment voulez-vous trouver une job si on ne peut pas vous rejoindre? C'est la base. Mais présentement, avec 623$ par mois, quand tu as payé ton loyer de 500$, puis c'est un loyer vraiment pas élevé pour ce qu'on a présentement, bien 500$, après ça, si tu as payé ton électricité, le téléphone, tu choisis, hein? Est-ce que je mange ou j'ai un téléphone pour qu'il m'appelle pour une job? Bien, les gens sont rendus là. Parce qu'ils ont beau dire qu'il y a du monde qui pense que l'aide sociale, c'est un choix, là. C'est pas un choix, c'est un droit. Et puis, c'est pas un privilège, comme j'ai entendu à l'Assemblée nationale par un certain député de la CAQ, là. C'est pas un privilège, l'aide sociale, c'est un droit qu'on s'est donné. Et le problème, c'est que quand tu as le droit, là, à l'aide sociale, tu es obligé de faire des choix. Hein, tu choisis d'avoir un toit, puis de dormir le ventre vide, ou d'avoir le ventre plein, mais de te ramasser dans la rue, puis un coup que tu es dans la rue, tu n'as plus d'adresse, tu n'as plus de chèque. Il y a toute cette problématique-là qui n'a pas de sens, puis on n'aide pas nos gens. On les aide pas.